Bonjour à tous et bienvenue à notre buffet froid. Comme promis la semaine dernière, on vous dresse le dessert. Fred ici présent. Et bien sûr, encore une fois, Léo. Alors, Harry Price, qui c'est? Moi, ce qui m'a tout de suite fait rigoler en entendant son nom, parce que je ne le connaissais pas du tout avant de faire les recherches pour ce dossier. Tout de suite, ça m'a fait penser à Harry Potter. Sauf que Harry Price, ça n'est pas un personnage de roman, il a vraiment existé. Il est né le 17 janvier 1881 et il était chercheur en parapsychologie. Donc on donnait un peu une définition large de ce que c'était au début de l'épisode, enfin du dossier. Et donc la parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes psychiques comme la télépathie, la clairvoyance, les prémonitions ou encore la télékinésie. Et donc ce Harry Price, il a gagné une grande notoriété parce que ses travaux ont permis de démasquer plusieurs médiums dont les dons relevaient davantage du charlatanisme que de la communication réelle avec les esprits. Et donc Harry, il a créé son propre institut en 1926 qu'il a appelé le Laboratoire de recherche psychique. Lors de ces différentes enquêtes, il va s'entourer d'experts de différents domaines pour analyser tous les aspects des affaires qu'il essaye de résoudre. Parce qu'il veut apporter une approche scientifique de la recherche des phénomènes psychiques. Et donc il sait que malgré ses propres compétences, il ne peut pas faire tout seul. Et d'ailleurs, ça va être un élément central dans l'affaire du presbytère Borlée. Sa soif de réponse et les succès qu'il remporte en démontrant les impostures de médiums vont faire de lui l'objet de la haine de la communauté des médiums, mais aussi des magiciens. Il paraît que Harry Houdini le détestait par exemple. Je disais un petit peu plus tôt qu'on retrouve un parallèle beaucoup entre la magie de spectacle et l'utilisation du métier de médium pour arnaquer des gens. Et donc ces faux médiums, ils utilisaient des tours de magie en fait pour faire croire qu'ils avaient un véritable don. Et Houdini le détestait parce que du coup, il révélait les tours de magie des charlatans. Et par Et par extension, les tours de magie des magiciens. Des magiciens, exactement. Et Harry, il était assez fort pour ça et il s'y attelait avec beaucoup d'énergie. Mais par contre, bon, il était détesté, comme je disais, par les médiums et les magiciens. Et en plus, la communauté scientifique le prenait pas au sérieux parce qu'elle disait qu'il perdait son temps dans des trivialités. Alors, le cas du presbytère de Borlée, qui était surnommé le lieu le plus hanté d'Angleterre. C'est un lieu qui a été construit en 1863 et dans lequel le révérend Henry Bull et ses 14 enfants ont emménagé. C'était dans la région de l'Essex. Auparavant, c'était un domaine qui abritait un couvent, paraît-il, et ensuite un monastère. D'ailleurs, il y a eu des histoires de fantômes, de moines et de nonnes qui se rencontraient, mais ça a été assez vite démenti. On a dit que ça avait été inventé de toutes pièces, donc je ne vais pas développer cet aspect-là. Le presbytère, quant à lui, pour le coup, il était très vaste et il était construit dans un style néo-gothique, donc on peut comprendre pourquoi rapidement les esprits se sont échauffés et se sont mis à imaginer qu'il pouvait y avoir des présences d'ordre surnaturel. Il a subi un grave incendie en 1939 et il a finalement été détruit en 1944. Mais entre 1863 et 1944, il s'est passé pas mal de choses. Et d'ailleurs, le premier événement paranormal a eu lieu quasiment immédiatement. Les villageois auraient entendu des bruits de pas dans l'établissement alors qu'il n'était pas encore occupé à l'époque. Le révérend et sa famille n'avaient pas emménagé. Donc ils se sont dit mais c'est pas possible, il fait nuit, les ouvriers sont tous rentrés chez eux. Pourquoi est-ce qu'il y aurait du bruit? N'avaient-ils pas trop bu ces petits villageois? Ils sortaient pas d'une fête de village? Ça, l'histoire ne le dit pas. Ça nous amène en 1900, le 28 juillet pour être précis. Donc là, le révérend et sa famille habitaient les lieux et 4 des filles ont vu ce qu'elles ont cru être le fantôme d'une nonne alors que la nuit était tombée à une quarantaine de mètres de la maison. Donc elles ont été intriguées, plutôt courageuses, elles ne sont pas parties en courant, elles se sont au contraire approchées et elles ont voulu la toucher en disant qu'est-ce que fait une nonne ici? Et au moment où elles ont essayé de la toucher, la nonne a tout simplement disparu. Comme un fantôme. Oui, c'est ce qu'on pourrait se dire. Il y avait un joueur d'organe qui travaillait là-bas, puisque c'était un bâtiment religieux, et lui, ce qu'il disait, c'était que pour lui, plusieurs membres de la famille Bull lui avaient confié qu'ils étaient convaincus d'avoir vu des apparitions, et en plusieurs occasions. Donc lui n'avait pas été témoin de tels événements,
Mais il avait l'air sûr que la famille était convaincue et que c'était pas une blague qu'on essayait de lui faire ou une histoire qu'on essayait de raconter dans la région. Le révérend Bull n'a pas connu tout ça de son côté puisqu'il est décédé en 1892 et c'est son fils Henri qui a pris sa suite. Et ce dernier, quant à lui, a poussé son dernier soupir le 9 juin 1927. L'établissement est resté vide pendant 2 années après ça, et le 2 octobre 1929, et c'est assez amusant d'ailleurs que ce soit le 2 octobre parce que vous allez écouter ce podcast un peu plus tard, mais pour nous, on est le 2 octobre 2023 pour le coup. Quelle coïncidence. Et c'était pas prévu, parce que je me rappelais même plus de la date dans cette histoire. C'est le destin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être devrions-nous aller sur les ruines. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'y arriver avant la fin de la journée, à la fin de la soirée du moins. Le 2 octobre 1929, comme je disais, c'est le révérend Guy Eric Smith avec son épouse qui emménage. Et les phénomènes étranges commencent presque de suite. Alors autant le révérend Bull et sa famille, bon, ils ont vu quelques apparitions, ils ont peut-être entendu du bruit, mais alors les Smiths, je pense que... Ils ont eu le combo. La baraque, elle devait pas pouvoir se les voir en peinture. Non. Parce que direct, c'est les bruits de pas dans les couloirs la nuit, des lumières qui clignotent dans le jardin, des bruits de sonnettes, et ils vont voir, il n'y a personne qui est en train de sonner. La maison, elle a sorti le grand jeu. Là. Carrément. Et jusqu'au jour où l'épouse du révérend elle est en train de faire le ménage, elle est dans un sous-sol, et là elle tombe sur un paquet avec du papier marron. Donc elle l'ouvre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est ? Le crâne d'une jeune femme. Donc déjà... Saperlipopette. Bon, ça on peut se dire que c'est peut-être un peu comme un corbeau ou quoi qui essaie de leur faire peur, voire qui essaie de les faire chanter. Mais que ce soit par l'action d'un être humain ou autre chose, ça reste sinistre et on peut comprendre qu'elle ait commencé à avoir un petit peu peur. Mais le crâne, elle le trouve où alors du coup ? Dans la cave. Ah, dans la cave. Mais empaqueté dans du papier qu'est-ce marron. qu'elle va faire dans la cave ? Elle fait le ménage. Dans la cave. Une cave, il faut bien la nettoyer de temps en temps aussi. Je sais pas si elle l'a nettoyé tous les jours, mais c'était peut-être le grand ménage de printemps. Et donc, pendant ce grand ménage de printemps, dans la cave, elle trouve un crâne de jeune femme. Mais ça finit pas là, parce que peu de temps après, elle est convaincue qu'elle a vu un chariot tiré par un cheval en pleine nuit, et il y avait personne dessus. Bon, alors après aussi bien c'était un mec un peu trop bourré qui est tombé du chariot ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que c'était vraiment un chariot tiré par un cheval sans cocher. Que ce soit réel ou pas, ils se disent on peut pas continuer comme ça. Donc on va appeler quelqu'un qui va nous aider à faire arrêter tous ces événements un peu paranormaux. Et ils font appel à l'Institut de recherche psychique, justement dirigé par Harry Price. Bien nommé. Dans un premier temps, il contacte un journaliste d'un journal local et lui explique ce qui se passe. Donc le journaliste va sur place le 10 juin 1929 et il écrit un article en expliquant les phénomènes étranges dont on vient de parler qui auraient eu lieu sans avoir été lui-même témoin de ce qui aurait pu se passer. C'est quand même courageux parce que du coup ils sont exposés à la vindicte populaire là. Lui, c'est quand même journaliste, il veut une histoire et pour son histoire il est prêt à tout. Oui, mais pour la famille c'est quand même courageux parce qu'à cette époque-là peut-être qu'il n'y avait pas ce courant lié à la médiumnité et du coup ils s'exposent quand même aux moqueries, à ce genre de choses. Donc c'est quand même courageux je trouve. De ce que j'ai cru comprendre et de ce qu'on a pu entendre un petit peu plus tôt, les villageois ont l'air d'y croire à cette hantise puisque eux-mêmes auraient assisté à des choses, ils y sont sensibles et je pense pas qu'il y ait de moquerie. En tout cas 2 jours après, le 12 juin 1929, c'est Harry Price qui se déplace en personne et il dit je vais mener mon enquête. Et lui tout de suite, il observe une forte activité inexplicable. Il y a des pierres qui sont projetées sur lui, des objets qui se brisent sur les murs, et pire, des messages d'esprit qui commencent à apparaître sur les bords des miroirs. Et rapidement, les Smiths finissent par se dire « Mais bon, Harry Price, il est bien gentil, mais il va peut-être pas faire grand-chose pour nous. Donc, on va plier bagages et on va laisser les lieux tels quels. » Et ils s'en vont à peu près un mois après, le 14 juillet 1929. Comme les Lutz à Amityville, presque. Ouais, c'est ça. Et pendant 1 an, il ne se passe pas grand-chose de plus. Il faut attendre octobre 1930 pour que ce soit le révérend Foister qui vienne avec sa femme Marianne et leur fille adoptive Adélaïde. Et là, pareil, vite l'agitation, les esprits qui se manifestent. Il y a des déplacements d'objets, des jets de pierre à nouveau. Et un jour, Adélaïde se retrouve enfermée dans une pièce
alors qu'il n'y a pas de clé. Mais elle n'arrive pas à ouvrir et elle reste coincée un bon moment. Et quant à Marianne, donc l'épouse, elle dit qu'elle a été carrément victime d'un poltergeist. Elle était sur son lit et elle s'est retrouvée carrément projetée hors du lit. Ah, ça se trouve, elle est tombée, elle a fait un mauvais rêve, et elle est tombée. Peut-être, mais si on met tout bout à bout, parce qu'il ne se passe pas que ça, elle parle aussi de messages qui sont apparus sur les murs. Alors c'était une écriture qui était incompréhensible, mais quand même, elle arrive à reconnaître son prénom à plusieurs endroits. Donc elle se dit, ces messages, ils me sont destinés. On essaye de me dire quelque chose. Mais est-ce qu'on essaye de me protéger ou est-ce qu'au contraire on essaye de me faire peur et de m'attaquer? Et il semblerait que ça aille plutôt dans ce sens-là puisqu'elle s'est retrouvée projetée de son lit. Le révérend, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça va pas se passer comme ça, on va faire un exorcisme. Ah, on sort la grande artillerie. La grande artillerie, il dit je vais le faire moi-même, comme ça je sais que ce sera bien fait. Sauf que dès la première tentative, il se reçoit une grosse pierre énorme sur l'épaule. Et donc il interrompt tout, il se dit en fait je n'en suis pas capable finalement. Il faut être formé à ça quand même. Il y a, il y a une école où on forme les exorcistes. Il semblerait qu'il était formé puisqu'il avait décidé de le mener lui-même. En tout cas, il n'a pas été suffisamment formé pour de la le mener fanfaronnade avec succès. Peut-être. L'esprit était plus fort. Et là, les phénomènes continuent, ils s'amplifient, il y a des nouvelles choses qui se produisent. Le vin de communion qui se change en encre. Ah, ça c'est chiant ça. Ça c'est nul ça. Le fantôme là, il est vraiment pas très sympa. Ça devait être moins goûteux. Ah oui, beaucoup moins goûteux du coup. Après, il y a à nouveau les cloches qui se mènent à sonner sans qu'il y ait rien pour les déclencher. Et puis, les choses empirent. C'est carrément les enfants Foyster qui sont traînés hors de leur lit. Et le plus jeune d'entre eux, il est même la cible de plusieurs coups. Il se prend des tannés dans la tronche et tout. Et pourtant, ses frères et sœurs disent « Mais non, mais il n'y avait personne, c'est pas possible. » On devrait dénoncer ça à l'aide sociale à l'enfance. En tout cas, ils ont tous l'air terrorisés et sincères dans l'inquiétude qu'ils ont pour leurs frères. Donc les Foyster, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les Smiths avant eux. Ils s'en vont. Ils dégagent en 1935. Donc mais Harry Price, il fait quoi là-dedans? Harry Price, il s'était désintéressé de l'affaire parce qu'il avait observé des phénomènes, mais il n'était pas réussi à démontrer que c'était pas réel. En même temps, il n'arrivait pas à trouver la cause. Donc entre-temps, comme il était très occupé avec son institut, il était parti. Mais on va en reparler de Harry Price. Parce que justement, une fois que les Foyster s'en vont, et ils sont quand même restés 5 ans, Harry Price revient à la charge. Il va carrément négocier de pouvoir louer les lieux pendant 1 an. Il est courageux quand même, Harry. Il dit, voilà, moi à partir de mai 1937, je reste 1 an et je vais découvrir ce qui se passe. Et ce qui est intéressant et qui pour moi montre qu'il est plutôt honnête dans sa démarche, c'est qu'il va donner des interviews dans le Times, il va mettre des petites annonces, et son objectif c'est de réunir 48 personnes qui feront office d'observateurs officiels, qui viennent de différents domaines, qui ont des âges assez variés, une démographie riche, pour dire voilà, ce que je vais observer, d'autres le verront avec moi, et ce sera la preuve que je n'invente rien. Et puis 48 observateurs, c'est quand même un nombre assez conséquent. Et pendant 1 an. Et donc ils vont rester assez longtemps sur des longues périodes dans le presbytère. Et leur mission, c'est de noter tout phénomène qui pourrait sembler extraordinaire. Donc il y a de la matière. Il y a de la matière. Ça nous amène en mars 1938 avec Hélène Glanville. C'est la fille d'un des observateurs. Elle ne fait pas partie de l'expérience. Elle n'est pas dans le presbytère. Mais par contre, elle va conduire une séance avec une planche. Ça s'appelle pas encore les planches de Ouija à l'époque, mais c'est exactement le même dispositif, avec les lettres qui vont être affichées, etc. Elle fait ça dans le district de Streatham à Londres, qui est donc assez éloigné du presbytère. Et elle dit qu'elle est contactée par 2 esprits. Le premier, ce serait celui d'une jeune nonne française qui s'appelait Marie-Mère. Oui, tu vois, Léo, on en revient toujours à la nonne. C'est dingue. Et c'est pour ça que... Peut-être pour ça le film aussi, la nonne. C'est pour ça le film La Nonne. Et donc cette Marie-Mère, elle aurait quitté son ordre religieux pour épouser en Angleterre un membre de la famille Waldegrave. Et la pauvre, elle aurait été assassinée dans un vieux bâtiment sur le terrain où était construit le presbytère, et son corps aurait été enterré sur place. Et ce serait elle, l'esprit qui écrivait sur les murs. Et le crâne appartiendrait à elle. Ça, c'est pas sûr, mais la question des ossements va revenir un petit peu plus tard. En tout cas, c'est elle qui aurait écrit sur les murs le nom de Marianne pour réclamer son aide et dire « j'ai besoin de trouver la paix ». Le deuxième esprit, lui, s'identifia comme Sunex Amures.
un nom assez étrange. Il va déclarer qu'il mettra le feu au presbytère la nuit du 27 mars 1938, donc quelques jours après la séance, et qu'à cette occasion, les ossements d'une victime d'assassinat seraient retrouvés. Et qu'est-ce qui se passe le 27 mars 1938, à ton avis, Fred ? Ben, ça brûle. Le 27 mars 1938, il ne se passe absolument rien. Ne me dis pas qu'il se passe pas rien. Eh ben, Je suis déçu. il se passe rien en 1938. Or, peut-être que dans l'au-delà, aussi, ils n'ont pas la notion du temps. Ils ont peut-être pas le même calendrier. Exactement, ils ont un calendrier de l'au-delà, donc qui est pas du tout à jour. Ils sont en décalé. Et oui, c'est comme ça. Quand Eh tu ben, es dans c'est l'au-delà, tu possible. peux pas être dans le présent. C'est possible parce qu'il y a bien eu un feu, mais en 1939, Un an après. un an après. Et pendant le feu, donc les villageois qui sont toujours en train de venir voir ce qui se passe, Qu'est-ce qu'ils sont curieux, eh ces ben, villageois. certains d'entre eux disent qu'ils auraient vu une nonne qui se tenait dans les flammes et qui les regardait à travers une fenêtre. Et par la suite, ce qui a été relevé, c'est que le feu aurait été déclaré par une lampe à huile. L'occupant de l'époque, le capitaine Gregson, va dire jusqu'à sa mort, non, je n'ai pas allumé de lampe à huile ce jour-là. On peut le croire. Il est capitaine. Il aurait dit de toute façon s'il avait fait par inadvertance tomber une lampe à huile, c'est pas non plus quelque chose de bien terrible. Donc Ouais. du coup, on peut le croire. Moi, je le pense sincère, ce capitaine. Moi. Disons qu'on pourrait se dire, il n'a pas voulu avouer dans un premier temps, mais sur son lit de mort, il aurait pu finir par le dire. Ben oui, après, quand tu es en train de mourir, tu n'as aucune raison de cacher des choses. Tu sais que tu vas pas te faire embêter par la suite. Et puis, c'est pas rare que sur son lit de mort, quelqu'un qui a commis un acte déplorable, Inavouable. ou en tout cas inavouable, puisque là, on peut se dire que ça aurait été accidentel, finisse par le dire. Donc, je suis assez tenté de lui faire confiance aussi. Moi aussi. Et en août 1943, donc 4 ans après l'incendie, Harry Price, qui est toujours dans le coin puisqu'il est fasciné par ce presbytère, va mener des fouilles des ruines. Parce que lui, il y croit à cette histoire de cadavres enterrés. Et il veut aller jusqu'au bout des choses. Donc ils vont creuser les restes de la cave et ils vont trouver des os. Alors ce serait soi-disant des os humains. Des os humains suffisamment petits pour qu'on se dise c'est ceux d'une jeune femme. Donc ça serait la femme qui aurait mis le feu et que dont les villageois avaient aperçu la silhouette par la fenêtre. En tout cas, en 1938, en mars, la fille de l'observateur, Hélène Glanville, elle nous dit ces deux choses-là. Elle dit il y a eu deux esprits et ce que j'ai entendu des esprits, c'est qu'il y a un fantôme sur place. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un incendie du presbytère et que par la suite, on va retrouver des ossements. Et il semblerait que ces deux événements se soient réellement produits, alors en décalé et en retard, mais ils se sont produits quand même. l'incendie, c'est sûr à 100% qu'il s'est produit. Les ossements, c'est sûr à 100% qu'ils ont été trouvés. Par contre, il y a certaines personnes qui disent « Non, mais ça ne doit pas être des ossements humains, c'est pas possible ». Aujourd'hui, j'ai pas réussi à trouver de source sûre qui puisse dire c'est bien des ossements humains. Mais il y a bien eu un incendie et des ossements qui ont été trouvés dans la cave. Et ça interpelle parce que c'est ce qu'avait dit l'esprit. Et est-ce qu'on sait s'ils ont enterré les ossements? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Les ossements qu'ils ont trouvés, est-ce qu'ils sont allés les enterrer dans un lieu sanctifié, dans un cimetière ou quelque chose? Ça, je ne sais pas, mais ça vaudrait le coup de vérifier. Et donc, depuis toutes ces histoires, il y a pas mal de personnes qui ont émis l'hypothèse que les phénomènes avaient été mis au point par des êtres vivants. Il y en a même qui accusent Price lui-même d'être responsable en disant « Non, mais certainement que c'était lui qui avait des pierres dans les poches et qui les jetait à droite à gauche. » Maintenant, quand on s'intéresse à l'histoire, la plupart des phénomènes ont eu lieu à des moments où Harry Price n'était pas sur place. Et puis, pour ma part, j'ai tendance à me dire que le gars qui veut mystifier du monde, soit il faut qu'il soit extrêmement sûr de ses capacités parce que tu te dis il y a 48 personnes qui vont observer, je ne vais pas me faire prendre, ou alors il est parfaitement sincère et justement il veut prouver que c'est pas un charlatan et qu'il est là pour déterminer la véracité de ce qui est observé.
Mais dans le passé d'Harry Price, il a déjà démontré du charlatanisme. Donc, quel est son intérêt sur le presbytère de faire croire à tout le monde que c'est des fantômes alors que c'est lui qui ferait le coup? C'est pas très crédible. Moi, j'y crois pas non plus à la thèse de Harry Price qui essaye de Moi non mystifier tout le plus. monde parce qu'il a passé presque toute sa Sa vie. carrière à vouloir prouver ce qui était réel ou pas et à montrer que tel médium était en train d'arnaquer les gens. Donc je Mais pense je, que sa passion pour le sujet était trop grande pour finir par dénaturer sa carrière et sa réputation sur un coup comme ça. Et je vais dans ton sens, et en plus surtout qu'il avait gagné de la crédibilité auprès des scientifiques. Donc, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait eu de louer en plus à perte pendant un an un endroit qui est hanté entre guillemets, où il ferait semblant d'être hanté. Il n'y a pas d'intérêt à perdre de l'argent comme ça. Plutôt les charlatans, c'est plutôt des gens qui essaient de gagner de l'argent sur ce genre d'histoire plutôt que d'en perdre. Mais Donc c'est il n'y a ça. pas d'intérêt, il n'y a pas de logique dans ça. Donc je vais dans ton sens. Je pense que Monsieur Price, en tout cas, était quelqu'un de sincère dans sa démarche et qui voulait démontrer les phénomènes paranormaux qui étaient à l'œuvre dans cet endroit. Et puis il était déjà célèbre, il était déjà connu, on Oui. savait qui il était, on savait ce qu'il faisait. Donc quelle aurait été la plus-value pour lui, si ce n'est de risquer de se faire prendre et de tout Et perdre? de tout perdre. Mais je pense que dans ce monde-là, il y a différentes personnes. Il y en a qui sont très sincères dans leur démarche, qui sont peut-être investis d'une mission ou qui se sentent investis d'une mission. D'autres qui ont des dons. Je pense aussi qu'il y a des gens qui ont des dons hein, de médium. Je le pense sincèrement. Après, il y a beaucoup de charlatans, ça c'est évident. Hein. Depuis des années, voire si ce n'est pas des siècles, les charlatans ont toujours existé. Mais je pense pas, quand tu es dans des démarches comme Harry Price, par exemple, où tu essaies de démontrer par A plus B que soit c'est vrai, soit c'est faux, je pense pas que tu vas perdre du temps et de l'argent, de l'énergie à tout mystifier. Je pense que il y a des gens qui ont vraiment un don, qui doivent l'employer à bon escient, et s'ils peuvent apporter peut-être la paix à ces esprits qui sont coincés dans quatre murs ou dans des lieux autres qu'une maison. Ça peut être des hôtels aussi. On a déjà entendu parler, par exemple, l'hôtel Cécile aux États-Unis qui est hanté. Il y a plein de lieux qui sont hantés. Et je pense que si les gens, avec ces dons, peuvent permettre de faire passer les personnes dans l'au-delà, il faut pas qu'ils hésitent à faire un don de tout ça. Parce que je pense que ça serait un vrai gâchis de ne pas utiliser son don. Et après, il faut faire attention, comme à tout, aux charlatans. Quoi. Quand on commence à demander des sommes astronomiques pour parler aux morts, je pense qu'il y a quelque chose sur laquelle il faut commencer à se dire ah, attention, c'est peut-être une sonnette d'alarme. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un commerce autour de ça et que ça interroge. Moi, sur la question des médiums, j'ai pas d'avis tranché. Par contre, sur la question des lieux hantés, je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Je pense que, à minima, ce qui est certain, c'est que quand il se produit un événement très fort dans un lieu, le lieu va en rester imprégné. Parce que ça, je connais personne qui va dire je ne suis jamais rentré dans une pièce ou dans un endroit où j'ai senti une atmosphère lourde, pesante, sans pouvoir me l'expliquer. Ça, c'est quelque chose qu'on a forcément tous vécu. Et d'ailleurs, je vais partager des expériences personnelles qui sont assez troublantes et qui font que aujourd'hui, je reste dans l'interrogation sur ce qui s'est vraiment passé et ce que ça peut vouloir dire par rapport à ces questions de lieux hantés. Donc pour ma part, quand j'étais au lycée, j'étais en internat parce que c'était un lycée où on pouvait choisir comme spécialité le théâtre, ce qui était mon cas. Et dans ces conditions, on allait régulièrement voir des pièces le soir. Et donc c'était une facilité pour mes parents que je sois interne. J'étais allé à reculons et puis finalement ça a été une expérience très 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 chouette que je regrette absolument pas. J'ai passé beaucoup de bon temps à l'internat, on a bien rigolé avec les copains et tout. Mais il y a aussi eu des événements assez particuliers. Donc ce lycée, il partageait un terrain avec un collège. D'ailleurs, il y avait même une partie du bâtiment principal
qui était pour le lycée et l'autre partie qui était pour le collège. Et ensuite, chacun de son côté avait une cour et ça se mélangeait pas. Il y avait un internat qui était partagé par les collégiens et les lycéens qui étaient du côté du lycée. Et il y avait un grand bâtiment qui était réservé pour les collégiens qui était dans leur cour. Ce grand bâtiment, les élèves qui faisaient du théâtre au lycée, comme c'était mon cas, y allaient plusieurs fois par semaine puisque les cours de théâtre avaient lieu là-bas. Donc il fallait traverser la cour du collège, on rentrait dans le bâtiment et on montait jusqu'au dernier étage, je crois que c'était le 3e étage. Et de là, on traversait un grand couloir très sombre qu'on utilisait pour mettre les costumes. Et ensuite, on arrivait dans la pièce principale, qui était celle où on étudiait le théâtre et où on faisait des mises en scène et on se produisait en tant qu'acteur, les uns devant les autres. Et alors, dès le premier jour, dès que je suis rentré dans cette pièce, je me suis senti pas bien, oppressé. Je sentais quelque chose d'assez désagréable, sans pouvoir me l'expliquer. Donc, en seconde, on fait les cours, on fait des pièces, il se passe rien de spécial, mais toujours à chaque fois cette sensation. Et en première, arrive une après-midi, donc c'était un lundi après-midi, je pense qu'on était en automne. Je me rappelle qu'il faisait assez sombre, mais de toute manière, d'un point de vue général, il faisait toujours sombre dans ce bâtiment, mais à plus forte raison en automne et en hiver. On était divisé en plusieurs groupes, on devait se mettre par 3, et chacun à notre tour, chaque groupe allait présenter aux autres élèves un petit spectacle, un morceau de pièce. Donc il y avait un groupe qui était en train de se produire dans la pièce principale. Nous, on était derrière, on avait fermé le rideau qui séparait le couloir au costume de la pièce. On attendait notre tour. Les projecteurs étaient tournés de l'autre côté, donc les ombres de nos camarades étaient projetées dans l'autre sens, pas dans le sens du couloir. Et pendant qu'on les regardait un petit peu à travers le rideau, d'un coup, on entend un boum derrière nous. Donc tous les 3, on se retourne pour voir qu'est-ce que c'était. Et là, on voit une silhouette qui part en courant sur le côté. Donc on se dit, bah, c'est qui est-ce qui nous fait une blague? On se lance à sa poursuite. On voit personne. Donc on commence à fouiller dans les armoires, on pousse les costumes, on essaye de comprendre où est passée cette personne. Et on ne l'a jamais trouvé. Ce qui est certain, c'est qu'on est 3 à avoir entendu la même chose et à avoir vu la même chose. La silhouette qu'on a vue n'est pas partie en ligne droite, parce que ça aurait pu être quelqu'un qui a filé par les escaliers et qui est tout simplement sorti du bâtiment. Non, on l'a bien vu tourner à gauche du côté des costumes, et on l'a vu tous les 3, mais on ne l'a jamais retrouvé. Donc on ne sait pas expliquer ce qui se passait, on a dit bon, ben peut-être qu'on a mal vu, qu'on s'est imaginé des choses. On s'est même demandé. Qui courait très vite. Peut-être. Flash, quoi. Mais on a appris peu de temps après que dans ce bâtiment, il s'était passé quelque chose quelques années plus tôt. Au départ, c'était un internat. Et une élève s'est pendue dans l'internat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé le bâtiment. Il est resté clos pendant des années. Finalement, ils ont dit, bon, c'est du gâchis, on va le réutiliser. Ils l'ont rouvert pour faire des salles de classe. Ça n'a plus été utilisé comme un internat. Alors, en ayant cette information à l'esprit, et en gardant également en tête qu'on est 3 à avoir entendu la même chose et à avoir vu la même chose, et que des années après, on en a encore persuadé. Pour ma part, alors je ne suis plus en contact avec les 2 camarades qui étaient présentes, mais je sais que je revois la scène comme si j'y étais. Ça m'a profondément marqué, même bouleversé, je dirais. Et je revois exactement tout ce qui s'était passé. Je nous revois fouiller dans les costumes et tout. Et pourtant, je n'ai toujours pas d'explication et je suis convaincu que ça n'était pas une hallucination de ma part. Mais est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Aux profs, par exemple? Alors, j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé aux profs. Par contre, on en a parlé à d'autres camarades et ils ressentaient tous cette espèce de malaise. Ils avaient tous ce sentiment qu'il y avait une atmosphère forte qui se dégageait et que c'était pas anodin qu'on ait vu ça. Et il n'y en a aucun qui s'est moqué en disant « Ah, vous hallucinez, c'est n'importe quoi ».
ils se sont tous dit, c'est fou ce que vous avez vu, j'ai un peu de mal à y croire, mais en même temps, ce que vous me dites, ça paraît tellement vrai. Puis vous êtes 3. On est trois. On est trois, et puis je me rappelle très bien qu'après, on était allé voir les projecteurs en disant, est-ce que peut-être c'est pas Un jeu d'ombre. un jeu d'ombre, Ou mais de lumière. déjà ça pouvait pas être ça parce que le rideau était quasiment fermé, donc on n'aurait pas vu une grosse ombre comme ça. Et puis, Et puis on l'a vu face à nous, on l'a pas vu au sol. Et puis elle a quand même fait un bout de chemin, cette Et apparition. puis il n'y a pas eu que ce qu'on a vu, il y a ce qu'on a entendu aussi. Le fameux boom. Le fameux boom. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'explication, mais ce qui m'intrigue, c'est que ça n'est pas la seule chose que j'ai vécue d'un peu étrange. Alors les deux expériences suivantes dont je vais parler, elles se sont passées au même endroit et elles sont un peu plus récentes. Bon, elles restent éloignées puisque c'était c'était il y a 10 ans en gros. Toujours à l'internat. Non, pas à l'internat. Cette fois, ça se passe dans le premier appartement qu'on avait acheté avec mon épouse. Donc vous avez bien compris que Léo est marié. Effectivement, quand on parle d'épouse, où je l'ai été en tout cas. Où il a été. Le mystère. Le reste mystère. un Nous ferons mystère. peut-être une enquête sur ça. Oh, je pense pas que ce serait très intéressant. En tout cas, on avait acheté cet appartement, c'était notre premier appartement, et on savait qu'il était mis en vente suite au décès d'un des membres du couple. Quand on l'a visité, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait deux ambiances complètement différentes. Quand tu rentrais dans l'espace à vivre, il y avait une belle luminosité, c'était apaisant, c'était calme. Et dans une des deux chambres, qui était la chambre parentale, eh ben, c'était un peu plus sinistre. Il y avait une atmosphère de mort qui régnait. Et ce qui nous a frappé tous les deux tout de suite, il y avait une planche à repasser, et sur la planche à repasser, un pantalon à moitié repassé. Et donc nous, on s'est fait des films, hein, on s'est dit, Quand vous êtes rentré dans l'appartement, il y avait un pantalon sur la Ouais, planche à repasser. ouais. C'était un appartement. Et vous n'êtes pas dit ce lieu est squatté peut-être. Non, parce que on était passé par une agence immobilière qui était en lien avec la famille, etc. Mais ce qui était frappant, c'était que tu avais l'impression de rentrer dans un endroit où la vie s'était arrêtée récemment. Récemment. Et où on était un peu les témoins de cette vie passée. Et donc il y avait cette planche à repasser avec un pantalon à moitié repassé. On s'est dit, c'est pas possible. Elle a fait une crise cardiaque alors qu'elle était en train de le repasser ou quoi? Et vous êtes resté dans l'appartement. Eh ben oui, parce que au-delà de ça, il y avait quand même une atmosphère très agréable. Et d'ailleurs, on y a très bien vécu dans cet appartement, si ce n'est les phénomènes dont je vais parler maintenant. Un an après l'avoir acheté, il se trouve que j'ai été pris sur une formation qui faisait que je devais me déplacer une semaine par mois, tous les mois, pendant quasiment un an et demi. Et à chaque fois que j'étais absent, eh ben, j'avais ma femme qui m'appelait, qui me disait oh, il y a des objets qui tombent pendant la nuit. Ah oui, un peu flippant quand oui, même. oui, parce que ça n'arrivait jamais quand j'étais là. Mais elle était par exemple en train de dormir, ou d'essayer de s'endormir du moins, et d'un coup, il y avait des livres qui tombaient. Et pourtant, c'était des livres qui étaient calés, qui n'auraient pas dû pouvoir tomber. Ou alors, sur la table dans le salon, pareil, il y avait un objet qui d'un coup se mettait à bouger, qui tombait. Et donc, elle C'était s'enfonçait peut-être sous les le couettes. fantôme d'une femme qui était follement amoureuse de toi. Ou en tout cas, qui faisait passer le message qu'il fallait pas que je m'en aille. Peut-être. Il y avait un truc comme ça, et ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, ça n'arrivait jamais quand j'étais là. Et quand ma formation s'est arrêtée, eh ben, ce phénomène s'est arrêté aussi. Parce que tu étais plus souvent à l'appartement. Ben, du coup, j'y étais tout le temps. D'accord. Mais on a eu un autre épisode qui était assez effrayant, et là, j'étais présent. Et toujours dans le même appartement. Toujours dans le même appartement. Donc on avait notre enfant qui était dans sa chambre, juste en face de la nôtre, et d'un coup il se met à crier, mais vraiment des cris de terreur. Donc je me lève et je vais voir ce qui arrive, j'ouvre la porte, je rentre dans sa chambre. Et C'était en pleine nuit, c'était en pleine nuit, il devait être peut-être 2 heures du matin. Et là, j'entends un bruit, mais c'était incroyable. Le bruit d'une usine. Comme si vraiment on était dans une usine. Et je me dis, mais d'où ça vient ce bruit? Je commence à ouvrir la fenêtre.
Mais ça venait pas de l'extérieur, ça venait vraiment de la chambre. Est-ce que t'as regardé s'il n'y avait pas des canalisations qui passaient ou des choses de ce type-là, des gros tuyaux, peut-être d'évacuation Alors, de l'eau? il y avait des radiateurs à gaz qui faisaient du bruit souvent quand on les allumait les premières nuits, mais c'était pas du tout le même bruit et c'était beaucoup plus fort. Donc, je vais pour allumer la lumière et la lumière ne s'allume pas. Et Dans la chambre, j'entends. l'ampoule était bonne, vous aviez pas de Ben, souci d'électricité dans l'appartement. alors, il y avait deux lampes différentes, aucune lampe ne s'allumait. Donc j'essaye d'allumer la lumière de la salle de bain à côté, elle s'allume. Donc c'était pas un Donc défaut de c'était courant ou quoi. Donc, et le bruit qui continuait, et vraiment c'était en pleine nuit comme ça, sans lumière, etc. Ça faisait peur quoi. Et puis je voyais mon fils qui criait, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras, j'ai fermé la porte derrière moi et on est parti dans notre chambre, il a dormi avec nous. Et le lendemain matin, Alors vous avez attends, quitté l'appartement. de notre chambre, on n'entendait pas ce bruit, mais dès qu'on retournait dans la chambre, on entendait. Donc il a passé la nuit avec nous. Le lendemain, on retourne, plus de bruit, et j'essaye d'allumer les lumières des chambres. Et elles s'allumaient. Ah. Là, c'était en plein jour, donc on se dit c'est bizarre quand même. Et on commence à regarder sur Internet et tout. Que faire pour un exorcisme? Parce Carrément. que on se dit vraiment c'est trop fou ce qui se passe. Et on commande des espèces de bougies qu'il faut allumer, qu'il faut laisser agir toute la journée, qui font une fumée énorme, etc. Et on les allume et on part la journée. Et quand on est revenu, donc elle s'était consumée, il y avait une odeur très forte. Est-ce Donc, que l'appartement était toujours là, il n'avait pas brûlé? non, l'appartement n'avait pas brûlé. Donc on a fait aérer. Et après ça, on est resté encore quelques années dans l'appartement. Par contre, il s'est jamais plus rien produit. C'est que les bougies ont été peut-être efficaces. Après, chacun l'interprétera comme il veut, et les gens vont peut-être se dire il est fou celui-là, ou il l'invente. Mais pour ma part, je suis convaincu de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu dans ces circonstances. Et encore aujourd'hui, je me rappelle très bien de comment ça s'est passé, comme si c'était hier. Et tout ça fait que je suis ouvert à la possibilité que les lieux entités, ça existe et qu'il y ait des phénomènes qui nous dépassent parce que en première intention, j'y ai goûté et que c'était un menu dont j'ai pas forcément été friand sur le moment, mais qu'avec le recul, je me dis en tout cas, ça mérite qu'on s'interroge et qu'on mène l'enquête quoi. Moi, pour ma part, je vais raconter quelque chose, mais qui a l'air anodin comme ça. Mais mon père, moi, est décédé dans sa maison et dans une pièce très spécifique. Et depuis son décès, quand je suis seul, je ferme cette porte pour x, y raison, rien à voir avec la mort de mon père, c'est parce que j'aime bien que les portes soient fermées, tout simplement. Ça fait plus net. Voilà, oui, ça fait plus net, même si la chambre est très bien rangée. Le décès est passé, donc du coup on a remeublé la chambre, on a refait la chambre, on a mis des bâtons de sauge parce que soi-disant ça purifie l'air. Mais je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis, quand je suis seul, la porte s'ouvre tout le temps toute seule. Régulièrement. Mais elle s'ouvre en grand ou... Elle s'ouvre en grand, comme si on me disait soit de laisser la porte, ou soit de revenir dans la pièce, et je la referme. Hein. Et 10 minutes après, je la retrouve réouverte. Et c'est la seule pièce qui fait ça. C'est la seule pièce qui fait ça. Moi, j'ai une chambre spécifique où je ferme ma porte. Et j'ai la chambre de ma mère à côté. Elle ferme sa porte, la salle de bain et une autre chambre à l'étage. Toutes les portes sont fermées, toutes les portes restent fermées. Et du coup, il n'y a que cette porte qui reste ouverte et qui s'ouvre toute seule depuis à peu près maintenant 5-6 ans. Et ça ne se produit que quand je suis seul à la maison. Comme si ton père voulait te parler et te disait non mais il faut qu'il y ait de la vie ici, il peut-être. faut garder le lien, maintenir... Alors je ne sais pas ce qu'il veut me dire, ou peut-être qu'il veut me dire passer un autre message subliminal que je ne connais pas. Mais en tout cas, ce que je fais, je laisse toujours maintenant la porte un peu ouverte. Et quand je la ferme, parce que ça m'arrive des fois, pour X, Y raison, parce que je vais pas tout le temps dans cette chambre, je la retrouve toujours ouverte. Donc du coup, maintenant quand je suis là, des fois, je vais dans la chambre, j'ouvre les volets, je laisse l'air passer, je laisse un peu la porte ouverte pendant un temps, et voilà.
Donc c'est ma seule expérience pas de maison hantée, mais de lien un peu avec le paranormal. Sinon, j'ai pas vécu des expériences comme tu as vécu. C'est le seul. Et c'est même pas angoissant. Et même quand je suis, des fois, elle s'ouvre quand je suis sur le palier. C'est pas angoissant parce qu'elle s'ouvre toujours très doucettement. Donc, elle s'ouvre très doucettement. Elle se claque pas. C'est qu'elle elle va jusqu'au butoir de la porte tout doucement. Et le butoir de la porte est assez éloigné, hein. Pensez bien qu'une porte, ça s'ouvre en grand. Donc du coup, c'est vraiment la seule expérience que j'ai. Et bah, après, oui, il y a des endroits où quand on rentre, on n'est pas très bien. J'ai connu cet effet-là aussi, mais je me dis que c'est peut-être parce que des fois on est un peu enclin avec peut-être des pensées qui ne sont pas bonnes à des moments, donc ça rejaillit. Mais ouais, il y a des endroits où je suis pas à l'aise. Et mais sinon, j'ai pas d'expérience comme tu as eu avec une maison un peu avec des bruits très forts ou quoi. J'ai pas connu ça. Dieu merci parce que je serais un peu pétochard, je dois Non, mais avouer. au final, ce que je trouve intriguant, c'est que dans la plupart des films ou des livres qui évoquent ça, on est sur des phénomènes angoissants, voire inquiétants, où on se dit qu'il peut y avoir du danger. Et c'est vrai que des expériences que j'ai partagées, elles peuvent sembler effrayantes. Et je dirais même qu'elles l'étaient. Elle était. Mais tout en étant effrayante, est-ce que la notion de danger y était présente ou est-ce qu'au final c'est juste qu'il y a une tentative de communication et que comme nous on ne sait pas comment l'interpréter, on en ressort apeuré? Parce que toi ce que tu dis de cette porte qui s'ouvre, eh ben, il y a un peu ce point commun avec les expériences dont j'ai parlé de mon côté, où finalement on se dit c'est un message qu'on veut nous faire passer. J'ai pas trop d'avis sur ça. Je suis pas réfractaire au phénomène de maison hantée ou paranormaux de quelque ordre que ce soit. Je, je pense qu'il y a des bons et des mauvais esprits, comme il y a des bonnes et des mauvaises personnes dans le monde. Bah, les mauvaises personnes, peut-être que quand elles ressortent en esprit, elles restent mauvaises, hein. C'est ce que je pense, et je pense aussi que il y a quand même un résidu d'énergie qui reste dans les maisons des personnes Hmm. quand on est très attaché à un lieu ou qu'il y a un lieu où il s'est passé des choses pas très belles ou peut-être même des choses très joyeuses parce que je pense qu'il y a aussi des esprits qui peuvent aussi protéger les maisons et donner de la bonne énergie. Ça s'est déjà vu par exemple, pour ne citer encore le premier dossier Warren The Conjuring, la famille qui était qui était poursuivie par des poltergeists, on va le dire comme ça. Il y en avait certains qui étaient sympathiques, ils l'ont dit. Donc, allez savoir si c'est vrai ou pas vrai, ça c'est encore un autre débat. Mais je suis persuadé que si ça existe, il y a des bons esprits, des mauvais esprits. Après, à nous aussi de faire en sorte de pouvoir communiquer avec eux, peut-être par des EPV, par de l'écriture systématique, peut-être par une planche de Ouija. Je ne conseillerais pas le Ouija, même si c'est un jeu inventé par une grande fabrique de jeux, mais je ne le conseillerais pas. Mais en tout cas, peut-être faire appel à des gens aussi comme des médiums sur lequel il faut vérifier quand même que ce ne sont pas des charlatans. Et maintenant, on a Internet. Moi, je connaissais beaucoup de personnes quand j'étais un peu plus jeune. J'étais dans un groupe où il y avait pas mal de personnes qui tiraient les cartes et il y avait des choses qui étaient vraies dans ce qu'elles faisaient. Donc, je suis plutôt dans ce côté-là, moi, tirer les cartes, lire les cartes, les pendules. Je suis persuadé qu'il y a des énergies qui restent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et il faut en tout cas faire, c'est comme quand on veut se couper les cheveux, qu'on n'est pas doué pour se couper les cheveux, on va voir un coiffeur, ou quand la voiture est en panne, on va voir un mécano. Ben là, le mécano, ça serait peut-être le médium, ça serait le mécano de l'au-delà, et qui mettrait en phase un peu tout, peut-être de rééquilibrer des énergies, peut-être que ce que tu as fait, c'était très bien avec les bougies, à la sauge, on peut laver aussi les sols avec l'eau salée, l'eau de mer, c'est encore mieux, parce que normalement, à la base, pour tout assainir, c'est de l'eau de mer. Il y a des encens, il y a des petites prières, il y a des mandalas qu'on peut mettre. Mais là, on peut se demander si on ne se contente pas d'agir sur le symptôme, alors qu'au final, la solution, ce serait d'essayer de comprendre les messages qui essayent de nous passer.
Mais du coup, il faudrait peut-être alors prendre ombrage d'aller voir un médium et de voir si le médium il peut nous aider à comprendre le message qu'on veut nous passer. Peut-être. Et puis là, je dirais qu'en conclusion, on peut demander à nos auditeurs ce que pensent de la véracité des lieux entiers, de la véracité des lieux hantés et de la possibilité que certaines personnes aient un don et puissent être de véritables médiums. Et si vous avez des témoignages, bien sûr, comme au premier podcast, au premier épisode du podcast, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre adresse mail ou sur le Facebook. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, ça sera avec plaisir, on vous lira avec plaisir. Ça nous intéresse, on les lira avec plaisir. On pourra même faire un petit retour dans le prochain podcast, qui sait, ou faire un épisode spécial retour des auditeurs. Ça serait assez sympa. C'est une bonne idée, ça. D'ailleurs, on devrait faire ça. On fera ça. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, de nous suivre pour ce deuxième épisode. Le prochain va pas tarder à arriver. Et puis, on espère vous retrouver attablés à notre buffet froid.